Les gens parlent aussi, tu peux le croire? Pour certains, la mort est bien réelle, tandis que d'autres ne sont que des histoires. Tout commence avec T-Bag, l'un des personnages emblématiques de Prison Break. Après des années passées en uniforme de prisonnier, il troque enfin sa tenue contre un costume, car un mystérieux personnage le fait libérer sous caution. Après avoir récupéré ses effets personnels, on lui remet également une lettre, envoyée par un inconnu. T-Bag s'en va librement, et, en ouvrant l'enveloppe à l'extérieur, il découvre quelque chose qui le surprend profondément. Depuis la mort de son frère, Lincoln sent que sa vie a perdu tout son sens. À peine a-t-il échappé aux poursuivants qu'il rentre chez lui, où T-Bag l'attend. T-Bag se moque de l'apparence de Lincoln, mais quand Lincoln tente de le faire partir, T-Bag lui remet une enveloppe. En l'ouvrant, Lincoln découvre une photo de son frère Michael, censé être mort depuis des années. Il pense que T-Bag lui joue un tour, mais le tampon sur l'enveloppe semble authentique. Lincoln n'en croit pas ses yeux, et T-Bag aussi semble déconcerté. Pour la gloire de l'au-delà, et pour la justice qui triomphera dans ce monde, sont les mots gravés dans son esprit. Bien que T-Bag n'ait pas été chassé par Lincoln, il se dirige vers New York pour chercher Sarah. Il remarque une voiture rouge qui semble le suivre, mais après quelques instants, elle s'éloigne. Puis, une camionnette noire le suit également et finit par s'éloigner elle aussi. Rassuré, Lincoln se rend au domicile de Sarah. Il découvre que Sarah a refait sa vie avec son fils et son nouveau mari, Jacob. Le jeune Mike a bien grandi depuis. Lincoln est convaincu que cette photo est authentique. Mais Sarah a déjà accepté la mort de Michael et tente de persuader Lincoln de faire de même. Elle lui dit qu'il doit se faire une raison, mais Lincoln, troublé, va ensuite se recueillir sur la tombe de Michael. Ne pouvant s'empêcher de revoir la lettre, il remarque une ligne de texte qui devient plus visible à la lumière du soleil couchant. Lincoln frotte les lettres restantes avec un marqueur effaçable et découvre un mot mystérieux qui indique un lieu, une prison au Yémen. Il décide de vérifier la vérité et retourne la nuit au cimetière pour creuser la tombe de Michael. À son grand étonnement, il ne trouve aucun corps. Ému, Lincoln saisit les vêtements de Michael, réalisant qu'il pourrait bien être en vie. Il appelle immédiatement Sarah pour la prévenir. Mais au même moment, la camionnette noire arrive à sa porte. Une femme blonde armée en sort. Sarah crie à son mari de se saisir d'une arme pendant qu'elle court à l'étage avec son fils. Elle se barricade dans la salle de bain et démonte une barre pour se défendre. Jacob est blessé par la tueuse qui s'approche de la salle de bain, mais la sirène de la police l'oblige à fuir. Sarah, en panique, arrête l'hémorragie de son mari et l'emmène à l'hôpital. Lincoln arrive à temps pour la persuader de partir à la recherche de Michael. Mais Sarah, ayant une famille à protéger, décline. Lincoln lui dit alors qu'il ira au Yémen seul. Pendant ce temps, T-Bag reçoit un email d'un hôpital indiquant un rendez-vous à 21h30. Curieux, il se rend à l'hôpital pour rencontrer un médecin qui, connaissant son passé, lui propose une prothèse de bras bionique, contrôlée par le cerveau. Ce projet a reçu des fonds massifs, le premier bénéficiaire étant T-Bag. Il se souvient de la phrase inscrite sur l'enveloppe, « Pour la gloire de l'au-delà ». Il refuse d'abord toute anesthésie par méfiance, mais le médecin le rassure et procède à l'opération. À son réveil, T-Bag découvre son nouveau bras et soupçonne le médecin de lui avoir implanté autre chose. Cependant, le médecin ignore l'identité du mystérieux commanditaire et ne lui laisse qu'un indice, un mot grec signifiant personne. Pendant ce temps, Lincoln arrive au Yémen. Son ami Benjamin, devenu musulman, l'aide à examiner la photo de Michael, découvrant que le bâtiment en arrière-plan est la mosquée Al-Aqsa, sans aucun obstacle entre eux, ce qui prouve que la photo est authentique. Benjamin appelle la prison, mais ils lui répondent qu'il n'y a aucun détenu nommé Michael, ce qui suggère qu'il a changé de nom. Lincoln décide de partir pour le Yémen malgré les risques. Benjamin le prévient que peu de gens survivent là-bas plus de 3 jours, mais Lincoln est déterminé. Il enfila un costume, bien qu'il fût un peu trop grand. Soudain, à ce moment-là, quelqu'un entra discrètement dans la pièce. Il pensa qu'il s'agissait d'un groupe, mais il réalisa que c'était en fait l'idiot de Sucré. Ce dernier avait entendu dire que son meilleur ami Michael n'était pas mort, alors il était venu en hâte pour se joindre à la recherche de Michael. Benjamin ne voulait pas mettre Sucré en danger, mais Sucré insista pour l'accompagner. Ils se rendirent tous deux à l'aéroport. Alors qu'ils se disputaient, Benjamin eut soudainement une idée. Il connaissait des fidèles du côté de la mosquée et pouvait trouver quelqu'un pour les aider. Sucré coupa leur conversation en disant qu'il n'était pas beaucoup moins noir que Benjamin et qu'il pourrait aussi y aller. Benjamin répondit en arabe, et Sucré, en entendant ces mots, se sentit immédiatement mis à l'écart. Benjamin avait appris l'arabe pendant son service au Moyen-Orient. Regardant Sucré, qui semblait un peu perdu,
Benjamin lui dit de rentrer et d'attendre des nouvelles. On t'appellera quand on aura besoin de toi. Sucré, un peu déçu, parti alors. Grâce à Benjamin, l'équipe prit la direction de la porte de la guerre, ignorant qu'ils étaient déjà suivis par les assassins qui avaient tenté de tuer Lincoln plus tôt. Bientôt, un vieil homme aux cheveux blancs les accueillit. Puis, le chauffeur et les 2 hommes se sont rendus compte qu'ils étaient tombés dans un piège. Plusieurs hommes sont venus les encercler. Benjamin a donné une clé anglaise à Lincoln. Les agresseurs avaient sous-estimé leur force. Ils ont été mis à terre en quelques mouvements. En prenant le téléphone de l'un des malfaiteurs, Lincoln a découvert qu'ils avaient été repérés dès leur embarquement. C'est alors que la véritable équipe de rue, menée par Sheba, est arrivée à l'aéroport. Lincoln et son groupe ont jeté tous leurs téléphones pour éviter d'être suivis à nouveau par des tueurs. Ils sont allés dans un endroit sûr, préparé par Sheba. Lincoln a soudain remarqué que son frère portait un vêtement marqué Otis. Sheba leur a alors présenté Omar, qui avait des liens avec la prison d'Ojijia. Il leur a expliqué qu'il y avait un Américain là-bas qui ressemblait à Michael. Cependant, il était difficile d'organiser une visite. Lincoln a tout de suite compris que dans ce pays en crise, l'argent n'avait plus autant de valeur, et même leur passeport ne pouvait pas aider. Pour avoir une chance de voir Michael, Lincoln a donné son passeport sans hésiter. Ils sont rapidement arrivés à la prison, qui était encore plus violente que la prison de Sona dans la 3e saison. Sheba a demandé à un détenu nommé Yumail s'il connaissait Michael. Yumail a dit non, mais en voyant une photo de Michael, il l'a identifié comme Otis. Lincoln se souvient que ce nom figurait sur le costume de Michael et demande alors à Yumail s'ils peuvent le rencontrer. Yumail accepte finalement. Michael, accusé de meurtre, était incarcéré là depuis des années. Lincoln, ému de revoir son frère après 7 ans, a remarqué que Michael avait de nouveaux tatouages. Il a demandé à Benjamin de prendre une photo pour prouver que Michael était en vie. Mais lorsque Lincoln a proposé de l'aider à s'évader, Michael a répondu qu'il n'était pas Michael et ne les connaissait pas, puis a demandé au gardien de le ramener dans sa cellule. Dévasté, Lincoln a eu du mal à contenir ses émotions. L'atmosphère dans la cellule était oppressante, semblable à celle de Sona. Michael a demandé à son codétenu Whip un outil, un levier, pour démonter le panneau de ventilation au plafond et préparer une évasion. Leur amitié était chargée de surveiller. Ils ont continué à monter sur le toit chaque nuit pendant 7 jours, attendant le signal d'évasion. Ce signal devait être une coupure de lumière générale, signifiant que l'évasion pourrait commencer 24 heures plus tard. Mais il n'y avait toujours aucun signe, et les bruits de combat à l'extérieur augmentaient. Michael a rassuré ses amis, leur disant de ne pas s'inquiéter, car ils avaient un plan B. Ce plan B était leur dernier recours. Lincoln était sur le point de quitter l'endroit quand il a entendu des pas. Il a ouvert la porte et vu un petit garçon. Le garçon s'est enfui en le voyant, mais Lincoln, ne connaissant pas bien les lieux, s'est vite fait attraper par des enfants locaux. De retour, Benjamin lui a donné une boîte que le garçon avait laissée. À l'intérieur, un message codé de Michael indiquait que pour retrouver la liberté, il devait trouver le chèque de la lumière. Lincoln comprit que Michael ne voulait pas reconnaître ses proches, par peur d'être découvert. Il devait donc trouver le chèque de la lumière pour l'aider. Sans indice, Benjamin a décidé de demander l'aide de Sheba. À ce moment-là, Sheba tentait de convaincre son père de quitter la ville. Mais son père, à court d'argent, ne pouvait se résoudre à partir. Alors que Benjamin arrivait, Sheba semblait en colère en voyant Lincoln et jurait de ne plus jamais lui venir en aide. Traitant Lincoln de peu intelligent, elle a finalement accepté de l'aider en échange d'argent pour fuir la zone de guerre avec son père. En analysant le message, elle a trouvé des trous minuscules sur le papier, qu'elle a interprété comme un code de numéro de téléphone. En appelant le numéro, elle a obtenu la boîte vocale d'un ingénieur en électricité nommé Holtom. Ils comprirent alors que cet Holtom était en fait le chèque de la lumière. Après avoir obtenu l'adresse exacte, Sheba a marqué l'emplacement sur une carte et la leur a donnée. Elle les a prévenus que se rendre en banlieue était dangereux, car c'était une zone de combat, mais Lincoln n'avait pas d'autre choix. Le soldat pensa que même s'il rapportait cet argent, il n'aurait pas la vie sauve pour le dépenser. Il ordonna donc à ses subordonnés d'ouvrir les portes pour le laisser passer. Les rues autrefois prospères étaient devenues des ruines, et des affiches du terroriste Abu étaient collées partout. Abu était déjà enfermé dans la prison d'Ojijia, la même où Michael était également détenu. Mais s'il venait à s'échapper, la situation serait bien pire. À ce moment-là, leur véhicule fut repéré par l'ennemi. Sheba demanda à Lincoln et à l'autre de se coucher dans la voiture rapidement. Un homme borgne vint les interroger, mais heureusement, les deux se connaissaient déjà, ce qui leur permit d'échanger quelques mots.
Lorsqu'ils arrivèrent à l'emplacement de l'ancien maître, ils découvrirent qu'une troupe de rebelles lourdement armés se tenait devant la porte. Sans autre choix, ils contournèrent l'endroit pour escalader le mur. En entrant, ils furent attaqués par surprise par l'ancien maître, qui les avait pris pour des rebelles. Reconnaissant finalement leur visage, il accepta de les suivre pour quitter les lieux, mais à condition qu'il sauve sa fille. Sinon, il ne partirait pas. Ils cherchaient désespérément la fille, mais non seulement ils ne réussirent pas à la sauver, mais ils se retrouvèrent également piégés. À ce moment, le vieil homme leur dit qu'il y avait une porte de sortie. Mais c'était trop tard. Les véhicules ennemis bloquaient la sortie et ils étaient entourés. Lincoln suggéra alors à tout le monde de monter sur le toit pour se cacher, tandis qu'il se faufila discrètement vers le pick-up ennemi. Distrait, l'ennemi ne le vit pas venir, et Lincoln le jeta hors du véhicule. Depuis la fenêtre, il fit signe à la fille du vieil homme et aux étudiants de se préparer à s'échapper, avant de démarrer le pick-up ennemi pour les emmener tous en sécurité. Mais un véhicule ennemi armé d'une mitrailleuse lourde les poursuivait. Ils se mirent à foncer en direction du centre-ville. Conscient que les troupes gouvernementales pourraient les prendre pour des kamikazes, Sheba s'arrêta et agita un drapeau blanc. Reconnaissant le véhicule ennemi, les troupes tirèrent immédiatement sur le mitrailleur ennemi, tuant l'assaillant sur le champ. Finalement, ils parvinrent à sauver la fille de l'ancien maître et les étudiants. L'image de Lincoln changea radicalement dans le cœur de Sheba. Après un interrogatoire. Il découvrit que ce guerrier avait été condamné à 20 ans de prison parce qu'il avait une relation homosexuelle dans un pays où cela est interdit. Une semaine plus tôt, il s'était rendu en prison pour voir son fils, qui lui avait dit que s'il parvenait à couper l'électricité dans toute la ville, quelqu'un l'aiderait à s'échapper. Le plan était en place depuis une semaine, mais le vieil homme avait été retenu par le siège terroriste autour de sa fille, ce qui expliquait pourquoi Michael montait sur le toit pour envoyer des signaux. Lincoln l'informa qu'ils attendaient toujours des nouvelles, et l'ancien maître se leva précipitamment, prêt à agir, car ils avaient rendez-vous. Pendant ce temps, à New York, Sarah emmenait le petit Mike à l'école lorsqu'elle reçut une vidéo de Lincoln, révélant que son ancien mari, qu'elle pensait mort, était toujours vivant. Sarah fut bouleversée et fondit en larmes. À ce moment-là, son mari hospitalisé, Jacob, l'appela. Elle répondit calmement, mais Jacob sentit qu'elle cachait quelque chose. Sarah détourna la conversation pour éviter ces questions. Ensuite, elle se rendit dans un bureau gouvernemental pour demander de l'aide et fut accueillie par Kellerman, le sous-directeur, avec qui elle avait des antécédents. Méfiante, elle craignait qu'il ne la piège et fit demi-tour. Kellerman sortit un dossier sur le terroriste Otis, et il découvrit que la photo était celle de Michael, parfaitement identique à d'anciens documents. Peu de gens avaient les compétences pour falsifier cela, mais Michael, un génie, en faisait partie. Kellerman suspectait que Michael avait orchestré toute cette affaire. Sarah, incrédule, quitta le bureau. Une fois chez elle, elle reçut un courriel de Kellerman montrant une vidéo de surveillance où Michael assassinait un directeur adjoint de la CIA, dissimulant ensuite le corps. Le lendemain, Michael embarqua pour le Yémen, où la CIA commença à le traquer. Des traces de sang sur ses vêtements étaient des preuves accablantes. Sarah, désorientée, confia ses doutes à son mari actuel, Jacob. Ce dernier utilisa des théories de jeu pour lui expliquer que Michael était prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs, y compris ses proches. Selon Jacob, Michael s'était rapproché de Sarah uniquement pour s'évader de prison, et qu'une fois son but atteint, il l'abandonnerait sans remords. En prison, Mike cherchait un moyen de transmettre un message et lorgnait sur le téléphone de son codétenu, un hacker coréen de premier ordre, surnommé le « Roi des Ombres », capable de pirater des systèmes financiers depuis chez lui. Mike demanda à Sid, un autre codétenu, un chewing-gum et utilisa le papier d'aluminium de l'emballage, qu'il déchira en une bande de 8 mm. En allumant cette feuille, il parvint à chauffer de l'eau pour en imbiber une serviette. Il se couvrit la tête avec, et Saint-Pou appela un garde. Le personnel médical, croyant Michael gravement malade, l'emmena à l'infirmerie. Là-bas, il fut battu mais reçut 2 comprimés qu'il fit semblant d'avaler. Michael fit ensuite semblant d'être alerte, demandant à Mafia de lui prêter son téléphone pour commander une pizza. Pendant ce temps, à New York, Sarah, en cherchant son fils après l'école, le trouva dans un parc voisin. Le garçon lui tendit une rose en papier, un souvenir de l'amour éternel que Michael lui portait autrefois.